Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur ce live qui va parler de la physiologie humaine. Bonsoir Sophie. Bonsoir Nicolas. Sophie Sérodimilien qui va être notre invitée ce soir. Euh, donc je rappelle pour les gens qui viennent d'arriver, puisqu'il y en a quelques-uns, je vous remets le lien du quiz pour ceux qui ne l'ont pas fait. Faites-le, sinon c'est vrai qu'il y a un peu un morceau du live que vous n'allez pas complètement comprendre. Et sinon c'est pas grave, restez, on va dire des choses assez intéressantes, normalement. Sophie, donc tu es biologiste médicale à l'université Paul Sabatier, qui est la fac de sciences de Toulouse, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais? Alors, oui, alors, donc moi je suis biologiste médicale, donc en fait je suis plutôt dans le corps de santé. Et donc la biologie médicale, donc c'est un métier que j'ai exercé entre 1996 et 2012 au Centre de lutte contre le cancer à Toulouse. Donc là, je l'ai exercé en tant que biologiste médical. Et c'est aussi un métier que j'enseigne, voilà, depuis D'accord, 1996 à la faculté de pharmacie et à la faculté de médecine de Toulouse. Voilà, d'accord. donc je voulais juste un petit peu. Enfin, biologie médicale, c'est pas forcément un métier qui est bien connu. En fait, pour faire simple, lorsque vous allez vous faire une prise de sang, eh bien, votre sang ou d'autres types de prélèvements biologiques vont être analysés qualitativement et quantitativement, et ce, dans le but, en fait, d'évaluer l'état physiopathologique d'un patient, d'évaluer l'évolution d'une maladie, d'évaluer l'efficacité d'un médicament. Et donc voilà, le rôle du biologiste médical, c'est de mettre en place toutes ces analyses, de valider le fait qu'elles sont faites dans des bonnes conditions de qualité et surtout d'interpréter les résultats à destination des médecins. Voilà, donc ça peut s'exercer dans des laboratoires privés ou dans des laboratoires hospitaliers, comme moi je l'ai fait donc à l'Institut Claudius Regaud, où là, évidemment, j'avais une activité qui était très centrée sur la cancérologie. D'accord. Voilà, et donc ce métier-là, eh bien, c'est un métier que j'aime beaucoup et que du coup, ben, j'enseigne. Voilà, donc Donc, j'enseigne à la faculté de pharmacie. tu le faisais allant à ce qui est maintenant le cancéropole, en fait, si je Voilà, suis tout bien. à fait, c'est ça. Ouais, tout à fait. Le cancéropole qui est donc maintenant voilà, sur le site de Langlade, mais qui, le temps où moi j'ai exercé, était encore en centre-ville. D'accord. Ah oui. Voilà. Voilà. Donc en fait, j'ai une activité, donc cette activité médicale et cette activité d'enseignant-chercheur classique, universitaire, si j'ose dire. D'accord. Donc toujours pareil, n'hésitez pas pour tous ceux qui regardent de poser des questions, soit sur le chat de Blastream, soit sur le chat de Facebook. On en tiendra compte au maximum. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez envie de savoir des choses en plus de ce dont on va parler. Très bien. Je vais te poser la même question, qui est un peu une tradition maintenant, pour commencer. Si tu n'avais pas fait de la biologie et de l'enseignement, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Ah, voilà une question. Figure-toi que lorsque j'avais 17 ans, j'étais très partagée entre un amour de la biologie qui m'était vraiment incrusté dans la peau et qui m'avait été transmis par un professeur de. Alors à l'époque, on ne disait pas SVT, on disait sciences naturelles. Un professeur que j'ai eu Fameuse au science collège, nat, voilà, de la sixième à la troisième, et qui m'avait vraiment inoculé le virus de la biologie. J'avais très envie de faire c'est le cas de le dire. de la biologie. Voilà, exactement. Mais j'aimais aussi beaucoup les lettres, en fait. Et donc, j'ai été assez partagée au moment de choisir mon orientation. Et puis, bon, je crois que j'ai fait un choix un petit peu euh, raisonnable, on va dire. Et j'ai choisi de me lancer plutôt dans une carrière médico-scientifique où je voyais un petit peu plus de débouchés.
Voilà. Alors, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ce choix, je pense que je serais quand même restée dans. J'aurais sans doute fait quand même une carrière d'enseignant-chercheur parce que vraiment la curiosité est c'est vraiment mon moteur principal. Mais j'aurais peut-être fait en histoire ou en anthropologie, voilà, qui sont vraiment aussi des matières qui me plaisent plus. Et puis, qui sait, peut-être que j'aurais écrit, voilà, puisque Peut-être. peut-être, ouais, puisque bon, c'est quand même quelque chose que j'ai Oui, fait, c'est j'ai quelque fini chose par que le tu fais faire, déjà voilà. quand même. J'ai commencé, C'est ce que j'allais voilà, dire. donc j'ai commencé un petit peu sur le tard, hein. J'avais déjà presque 40 ans. Mais j'ai fini par, comme quoi, si tu veux, voilà, c'était quand même quelque part en moi cette envie des lettres, cette envie d'écrire. Et puis ben, un jour je me suis lancée. Et donc actuellement, de manière assez modeste, mais j'écris de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps. Je sors un roman, voilà, essentiellement pour la jeunesse. C'est déjà plus que nous tous, je pense, réunis. Donc c'est pas mal. Alors Donc, moi, je connais celui sur Archimède que j'avais commencé à lire pour un atelier qu'on a développé à Délire d'encre, pour essayer mm-hmm. d'ajouter des choses. Par contre, je ne connais pas du tout les autres. Est-ce que tu peux en quelques mots rapidement nous dire au moins le Euh, sujet? alors très vite, si donc ces deux-là, alors je ne sais pas si on voit ma souris qui bouge. Non. Alors, Mutation et l'attaque des cépholes, en fait, ce sont deux romans, mais ce sont vraiment des romans, hein. Ce sont des fictions très différentes. Il y en a un qui c'est de l'heroic fantasy et l'autre c'est un roman épistolaire. Et ce sont deux romans qui m'ont été inspirés un petit peu par ma carrière en tant que soignant en cancérologie. Et donc, j'ai voulu écrire un petit peu autour de ce sujet, mais pour des très jeunes lecteurs. Voilà, donc en utilisant des vecteurs comme l'Heroic Fantasy, par exemple, qui pouvaient leur plaire. Ensuite, moi, j'ai fait des romans comme celui-ci, La Vallée déconsolée, qui sont vraiment de la fiction. J'ai fait des docu-fictions de la médiation scientifique avec Je mange, je bois, je respire, à quoi ça sert. J'ai écrit deux livres pour adultes, un roman d'anticipation, un album autour de l'aviation, on en parlait tout à l'heure, euh, Dans la préparation, oui. Nicolas, voilà. Et puis un petit livre pour les apprentis de lecteurs qui s'appelle Le Tour de Louison, voilà, et qui est un hommage à mon papa qui était un coureur cycliste invétéré et qui m'a traîné sur les routes du Tour de France quand j'étais petite. Enfin, quand je dis qu'il m'a traîné, c'était avec beaucoup de plaisir. Alors, j'arrive pas à Voilà, voir, donc c'est une marmotte ou un ourson sur la c'est couverture? un ourson. C'est un C'est ourson. un ourson D'accord. sur le vélo. C'est un ourson et je sais que quand même pour un ourson, faire du vélo, C'est pas mal. c'est pas facile au Et départ, hein. ça demande quelques aménagements Voilà. physiques, oui. C'est un petit peu le message de l'histoire, en fait. Quand on a envie de faire quelque chose, si on veut vraiment, on pour y arriver. Voilà. Donc voilà. Donc peut-être que si j'avais pas fait mes études médico-scientifiques, si j'avais pas eu cette carrière, peut-être que j'aurais commencé à écrire plus tôt. Qui sait. Peut-être. Voilà. Alors, on va passer au Répondre à ta quiz. question. Non, pardon, la question, puisqu'on parlait du quiz. Question, sinon je vais me faire taper dessus par le reste de l'équipe, puisque c'est eux qui me demandent de la poser à chaque fois. Combien tu as eu au quiz que tu nous as aidé à faire en plus? Ouais, alors ben, moi j'ai eu 9. Donc c'est Voilà. pas toi qui as eu le 10. Ah, Qui a eu le c'est pas 10? moi Si qui ai eu c'est le quelqu'un 10, non. qui regarde, qu'il se dénonce ou qu'elle se dénonce. Quelqu'un se dénonce, ouais, mais c'est pas moi. Ah, j'ai chuté, j'ai chuté. J'ai chuté sur la question sur les veines. Voilà. Donc, pas de Bah, chance. c'est la première dont on va parler. Ouais, ben, Alors, juste une petite information pour tous ceux qui nous regardent, il nous reste que 2 quiz, enfin 2 semaines thématiques, sans compter celle, qui vient de se finir, aujourd'hui. Puisqu'après nous, on commence à réavoir un petit peu de médiation, sur le terrain, des médiations face publique. Préparer les semaines thématiques nous demande énormément de temps, donc on va arrêter pour l'instant. Mais suivant comment se passe l'été et la suite, il y a de grandes, grandes chances que ça revienne. On vous tiendra au courant. Mais voilà, on va s'arrêter, fin juin, avec d'ailleurs la dernière semaine, thématique qui sera sur le solaire avec nos collègues de Planète Science, conjointe, et la semaine prochaine, ça sera sur l'aviation. On s'est dit qu'on pouvait pas, faire des semaines thématiques sans parler un petit peu de l'avion,
à Toulouse quand même. Et justement, donc j'ai regardé les questions qui avaient eu le moins de bonnes réponses et la première, tu parlais des veines, ben, c'était celle-là. Alors je rappelle la question pour tout le monde, c'était la question numéro 2. Pourquoi voit-on nos veines bleues alors qu'on voit le sang rouge? C'est vrai que nous, on s'est posé la question. On a cherché un peu pour avoir la réponse quand même, on a trouvé des choses un peu différentes, mais c'est un peu contre-intuitif, on va dire. Oui, alors tellement que c'est pour ça que j'ai chuté parce que, en fait, parmi les réponses qui nous étaient proposées, il y en avait aucune dont j'étais vraiment sûre, hein. Et donc, j'y ai été un peu, je ne dirais pas au pif, mais je dirais, voilà, celle qui m'a semblé en tout cas le plus probable. Voilà, mais visiblement, c'était pas ça. Voilà, donc moi j'ai dit que c'est parce qu'en fait, pour moi, elles sont bleues parce que, ben, tout simplement parce qu'elles sont très près de la peau, elles sont très à l'extérieur, hein, nos veines, nos artères, par exemple, on les voit jamais parce qu'elles sont très Non, profondes. et Et heureusement, voilà. Et les vous voyez veines, vos elles, par artères? contre, elles sont superficielles. Et comme évidemment, elles sont opaques, ben, on ne voit pas le sang qui coule dedans. Euh, voilà. Mais c'est là que je me suis trompée. Mais effectivement, le sang est rouge, donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, même si, enfin, vous savez peut-être qu'autrefois, les aristocrates se targuaient. Ah non, je crois que c'est pas la bonne Non, c'est photo, pas celle-là, Nicolas. pardon. Euh, Ça s'est tout les mélangé nobles, entre les tout à l'heure quand j'ai aristocrates mis en se targuaient d'avoir du sang bleu. Or, jamais personne n'a eu de sang bleu, si ce n'est peut-être les langoustines, les crustacés, les certains limules, ouais, animaux qui ont du ont, sang voilà, bleu. les C'est limules assez qui ont du fantastique. sang bleu. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, nous, notre sang, il est rouge parce que à l'intérieur, il y a du fer, et c'est ce fer donc, qui donne cette couleur rouge, pour faire un petit peu simple. Et c'est lui qui fixe l'oxygène. Et donc, plus il y a d'oxygène, et plus ce rouge est vif. Voilà. Et c'est pour ça que dans les représentations, comme celle qu'on peut voir, on représente le sang oxygéné, celui qui est dans les artères, en rouge, et celui qui est dans les veines et qui est peu oxygéné, en bleu. Mais non, en fait, il est rouge partout quand même, je vous rassure. Et donc, quand on parlait des crustacés, des limules, etc., pourquoi est-ce que chez eux c'est bleu? Parce qu'à la place du fer, elles ont du cuivre. Le fer, c'est rouge, et le cuivre, c'est bleu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, Voilà. donc Alors, la je me bonne disais réponse, peut-être, voilà, on pourrait peut-être faire juste un petit rappel quand même sur ces notions d'artères et de veines ouais, vas-y, vas-y, vas-y. et de circuits. Alors, bon, au milieu, évidemment, vous voyez, il y a le cœur. Et donc, on voit bien que le cœur, donc dans le cœur, il y a 4 cavités, hein, qui sont reliées 2 par 2. Donc, il y a un cœur gauche et un cœur droit qui sont complètement indépendants. Ça, il faut savoir, il n'y a jamais aucune communication. Et donc, en fait, les 2 parties du cœur se contractent en même temps, mais elles n'envoient pas le sang au même endroit. C'est-à-dire que le sang qui est dans le ventricule gauche, le sang qui sort est un sang qui est extrêmement oxygéné parce qu'il vient des poumons, donc il a été oxygéné, et il va partir dans les artères pour aller oxygéner la totalité du corps. Donc il sort du ventricule gauche par cette énorme artère qui s'appelle l'aorte. Et cette aorte, eh bien, elle va se diviser en multiples branches qui vont aller irriguer absolument tous les organes. Et ce que l'on voit là, de cette espèce de petit réseau qu'on voit en bas et qu'on voit au niveau des reins, etc., eh bien, au niveau des organes, eh bien, l'oxygène est utilisé, et en échange, eh bien, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, donc le gaz carbonique, qui est fabriqué lorsque l'oxygène est utilisé, ben, il y a du gaz carbonique qui est fabriqué. Et bien donc ce gaz carbonique va prendre la place de l'oxygène sur le fer, et ce sang, donc, qui est beaucoup moins oxygéné, va remonter, si j'ose dire, par le système veineux cette fois-ci, jusque dans le cœur droit. Et dans le cœur droit, eh bien, lorsque le cœur droit va se contracter, où est-ce qu'il va envoyer ce sang peu oxygéné? Eh bien, il va l'envoyer dans les poumons. Et dans les poumons, le sang va s'oxygéner et il repart dans le cœur gauche, et on refait le tour. Voilà, Et d'où le justement, rouge et le bleu.
ton schéma me rappelle quelque chose que j'avais vu, en bio. C'est on dit toujours: «Les artères, transportent le sang oxygéné et les veines non» et Mmh. il y a un seul contre-exemple et on le voit Tout à sur le fait, schéma. on le voit très bien. Sur la gauche du schéma, vous avez l'artère pulmonaire qui est en bleu. Voilà. Donc elle Alors en envoie fait, du sang qui n'est la pas véritable oxygéné. définition de la véritable définition de l'artère, hein, c'est que en fait, c'est un vaisseau sanguin qui envoie le sang vers les organes. Qui part du cœur D'accord vers les et organes. voilà, donc que le sang soit oxygéné ou pas et ce qui explique effectivement l'artère pulmonaire qui envoie le sang vers les poumons, beh, elle, le sang est pas oxygéné. Voilà Et la veine, c'est l'inverse. et à contrario, la veine pulmonaire qui vient des poumons et qui va vers le cœur gauche, elle, elle contient du sang oxygéné. Puisque Voilà, la donc définition, ouais, artère, c'est, c'est qui part du cœur vers les organes et la veine, elle va vers elle vient des organes et elle va vers le cœur. ouais, là, Voilà. Mais je partout, le voulais sang est qu'on en rouge. arrive à cette définition. Mais Voilà. sinon, oui, tout le sang est rouge. Alors, on avait trouvé d'où venait l'expression du sang bleu. Parce au début, on avait tourné la question comme ça, mais je ne me souviens plus, d'où est-ce que ça venait. C'était quelque chose d'assez cocasse. J'essaie de me souvenir. Je me souviens plus, Je dois avouer que d'où venait l'expression. Le sang j'ai bleu jamais de eu la d'explication, si ce n'est la volonté de se différencier, du bas peuple. alors à l'époque, le bleu était une couleur qui était extrêmement chère, c'était une couleur qui était très compliquée à faire. Donc il y avait peut-être Mmh. cette C'est vrai. volonté-là, mais il y avait une vraie raison historique. Bon, je me souviens plus, si mon collègue Simon arrive pendant la Peut-être le qu'il live, je lui nous demanderai d'aller le chercher pendant qu'on mmh. continue. Voilà, donc là, c'est une version bien évidemment très simplifiée du Ah oui, 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 tout à fait, hein, puits, voilà, hein, mais mais ça c'était permet juste un pour peu de remettre un petit peu en repréciser, place les choses, donc le sang des veines est bien rouge, hein, il y a pas de souci il y a pas de là-dessus, souci. moins rouge que le sang, des artères Mmh. et c'est juste qu'en fait, les parois des veines sont un peu sont translucides et avec la peau, ça fait un filtre et donc ça nous apparaît de couleur bleue parce qu'il y a d'autres Mmh. choses que l'hémoglobine rouge dans le sang et c'est ça qu'on aperçoit à travers les veines. Mais c'est vrai que nous, ça se voyait très bien sur la photo, parce que la photo dans le quiz, c'est le bras de Simon Mmh mh. et en pleine lumière et c'est vrai que ça se voyait très, très bien la différence, Ouais. et tu disais: «On voit pas les artères». Oui, si un jour vous voyez votre artère, ça veut dire que vous avez fait un gros trou dans votre corps, Oui, dans c'est les bras, embêtant. dans les jambes, tout ça, elles sont très En profondément ancrées, général, donc elles sont je très me conseillerais à profondément, tout le monde de ne jamais, voir vos artères. oui, Oui, tu sais, alors on connaît le proverbe: «Qui voit ses veines, voit ses peines». Je dirais: «Qui voit ses artères», c'est encore pire, quoi. oui, bleu, symbole de la royauté, je vois dans le chat, justement, mais il y avait une autre Ouais, explication, pas juste ouais, la royauté. symbole de la royauté, peut-être. On va Très passer à bien. la question suivante, qui était la question, 9, qui moi m'était ma préférée. Ah oui. C'était la question sur l'immunologie, que font les anticorps pour se débarrasser des bactéries? Alors, Ah. est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne? Alors le système immunitaire, c'est quelque chose alors n'ayez pas peur du schéma, hein. Ça va. Juste pour vous dire que le système immunitaire, c'est quelque chose qui est, extrêmement, complexe et qui, fait intervenir de très nombreux acteurs. Et les anticorps, on en parle beaucoup, surtout en ce moment, ne sont en fait, qu'un des acteurs, d'accord? Heu, la les acteurs principaux, ce sont essentiellement des globules blancs, avec un type majeur de globules blancs, qui participent au système immunitaire, qui sont les lymphocytes. Alors avant de continuer, je voudrais juste, vous rappeler que, le système immunitaire, on sait tous que ça nous défend contre les microbes, mais il ne faut pas oublier que le système immunitaire, il nous défend aussi contre les cancers. C'est-à-dire que notre système immunitaire est capable de détecter toute cellule, qui, aurait, tout d'un coup, envie de faire un peu n'importe quoi et de devenir cancéreuse et donc de la détruire. Alors hélas, ça ne marche pas à tous les coups,
Mais c'est très très important puisque eh bien, les derniers énormes progrès qui ont été faits en thérapeutique anticancéreuse, elles sont basées justement sur l'immunothérapie, c'est-à-dire où on se sert de notre propre système immunitaire pour aller détruire les cellules cancéreuses. Voilà, donc ça c'était juste un petit aparté, hein. Le système immunitaire, il ne sert pas qu'à nous protéger des microbes. Alors, Et je donc vais te alors, faire juste une aparté, parce que la photo ouais, rend beaucoup moins bien là que celle que j'avais sur l'ordi. Je sais pas pourquoi, la qualité s'est dégradée. Tu parlais des lymphocytes. Pour tout le monde, les lymphocytes, ça va être les boules violettes. voilà, Parce que là, ce la sont photo est les vraiment boules, voilà, ce illisible. sont les On va boules essayer de violettes la en gros, voilà. réimporter. Mais tout à l'heure, elle était impeccable. Et je ne sais pas pourquoi. Continue, continue, je vais Alors réimporter donc par en fait, en gros, si vous voulez, lorsqu'un, on va dire un microbe, j'aime pas trop ce terme, en immunologie, on utilise le terme antigène. En gros, un antigène, c'est quelque chose qui est étranger au corps et que notre système immunitaire va reconnaître comme étranger. Donc ça peut être effectivement un microbe, un virus, etc. Donc lorsque notre système immunitaire va rencontrer cette chose étrangère, il va la reconnaître comme étant étrangère. Il y a des cellules particulières, des globules blancs particuliers qui vont l'accrocher comme ça et qui sont les appelle des cellules présentatrices d'antigènes et elles vont les présenter aux lymphocytes que vous voyez ici, donc les cellules violettes, leur disant tenez, coucou, regardez celui-là, on ne le connaît pas, ça ne va pas bien. Et donc à partir de là, il y a deux types de lymphocytes qui vont se multiplier. Il y a des lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes B et qui vont fabriquer des anticorps. Ces anticorps, donc encore une fois, ce sont des acteurs de la réponse. Et on a d'autres types de lymphocytes qui sont des lymphocytes dits T et qui, eux, ont une action directement toxique sur l'antigène, sur le microbe, c'est-à-dire qu'ils vont directement aller le manger. Et les anticorps qui sont fabriqués par les lymphocytes B et ces lymphocytes T qu'on appelle toxiques, eh bien, en fait, ils coopèrent entre eux. C'est en ça Alors que je juste, dis que le système est très complexe. les C'est un lymphocytes T, système de c'est ceux qui sont coopération. lymphocytes Plutôt, T, c'est ceux qui sont bleus et violets, et lymphocytes B, c'est ceux qui sont violets et violets. voilà, qui fabrique voilà, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas ma souris. Donc en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est qu'on a, si vous voulez, on a une armée avec deux types de régiments, hein. On a le régiment qu'on appelle l'immunité humorale, les lymphocytes B et les anticorps. Et l'autre régiment, c'est l'immunité cellulaire avec les lymphocytes T qui sont toxiques. Et tout ça va coopérer. Mais là où ça devient vraiment extraordinaire, c'est que nous avons des lymphocytes qui s'appellent les lymphocytes mémoire. Ceux-là, ils ne vont pas avoir une activité, comment dirais-je, offensive. Par contre, ils vont garder la mémoire. Ils vont se souvenir que cet antigène, ils l'ont vu. Et si un jour, cet antigène, ce microbe, ce virus, ce que vous voudrez, rentre de nouveau dans l'organisme, eh bien, eux, ils sont là. Et ils disent immédiatement au système immunitaire, celui-là, on le connaît, on l'a déjà vu. Et donc, du coup, le système immunitaire va réagir beaucoup plus rapidement que la première fois et surtout de manière beaucoup plus efficace. Et c'est tout le principe de la vaccination. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne, hein. Donc, on a une première immunité et ensuite, grâce à ces lymphocytes mémoire, voilà. Donc, voilà le principe de la vaccination. Donc, c'est que on va excusez-moi, j'ai une voix un peu éraillée. Donc, on va en fait introduire dans l'organisme appelons-le un micro-organisme, un microbe, d'accord? Mais un microbe qui n'est pas dangereux. On l'a modifié de manière à ce qu'il ne soit pas dangereux, On l'a mais inactivé, voire même des fois, c'est juste voilà, des on l'a morceaux, inactivé, voire juste pour même des dire fois c'est où il y a juste un les. petit bout, quoi, Ça tu permet de vois, le c'est juste, reconnaître. voilà, juste une protéine, enfin ça n'a plus rien à voir avec le microbe parfois. Et donc, cet élément, on va l'introduire dans l'organisme de manière à ce que le système immunitaire le reconnaisse, fabrique les anticorps, les lymphocytes B, les lymphocytes T, comme je vous l'ai expliqué, et surtout les lymphocytes mémoire. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça, on est ce qu'on appelle immunisé.
Et donc, si un jour, le vrai virus, la vraie bactérie, celle qui est entière, Et pénètre dans dangereuse. votre organisme, est dangereuse, pénètre dans votre organisme, eh bien, tous vos lymphocytes mémoire vont dire attention, celui-là, on le connaît et on se défend immédiatement. Et c'est pour ça que la vaccination nous protège en fait contre les maladies. On est ce que l'on appelle immunisé. Voilà. Donc le fait d'introduire quelque chose qui ressemble à la maladie, mais qui n'est pas la maladie, suffit pour que les systèmes immunitaires gardent la mémoire et que s'il rencontre la vraie maladie, eh bien, il est opérationnel tout de suite, efficace tout de suite, et donc il empêche la maladie de se développer. Et Alors, si tu justement, veux passer l'autre diapo, oui, juste pour finir sur le mécanisme, question que je me posais, tu parlais des lymphocytes mémoire. ouais. Est-ce qu'il y a un lymphocyte mémoire par, pathogène? Ou est-ce qu'un Mmh, seul lymphocyte mémoire peut avoir en mémoire plusieurs pathogènes, plusieurs agresseurs? alors ça fait partie, heu, j'ose pas dire des miracles parce que mais des choses absolument extraordinaires de la biologie et en particulier de l'immunologie. Hem, En fait, il y a un lymphocyte pour un antigène et D'accord. ton corps pourra rencontrer des milliards et des milliards d'antigènes différents dans ta vie, eh bien, il fabriquera autant de lymphocytes mémoire différents. Parce qu'il y a un OK. système dans lequel je ne peux pas rentrer dans le détail, mais un système de variabilité au niveau des anticorps qui permet finalement, c'est infini. La possibilité de fabriquer des lymphocytes et des anticorps, elle est quasiment infinie, statistiquement. Donc voilà, c'est absolument spécifique. C'est Donc il y a absolument spécifique. il y a entre guillemets «un livre par pathogène», Voilà, le exactement. corps et la C'est, bibliothèque. voilà. Et alors après, il y a aussi une immunité qu'on appelle non spécifique et qui aide aussi, hein, mais quand on parle des lymphocytes et qu'on parle des anticorps, ben en général, voilà, c'est absolument. Quand tu as des anticorps qui te protègent contre la rubéole, ils te protègent contre la rubéole. Ils ne te protègent pas contre la rougeole. Voilà, voilà, voilà. OK. Alors tu voulais parler aussi rapidement, de pourquoi il faut Oui, se alors parce vacciner? que bon, en plus, c'est vrai qu'en ce moment, on parle quand même beaucoup de vaccins Avec le et coronavirus, on parlait énormément de vaccins et voilà, ouais, je ouais, passe ouais. mon temps à Donc regarder des choses, ça, terribles je sur pense internet, que c'est sur les antivax. un message qu'il faut vraiment faire passer. C'est que la vaccination, évidemment, quand on se vaccine, c'est pour se protéger soi-même d'une maladie. Mais on se vaccine aussi pour les autres. Parce que plus il y a de personnes qui vont être vaccinées dans le monde, et moins, bon, on va prendre l'exemple du Covid, puisqu'on est en plein dedans, d'accord? Si demain, on avait un vaccin qui nous permettait, si on était tous vaccinés contre le Covid-19, ben, le Covid-19 disparaîtrait, puisqu'il aurait plus d'hôtes, il n'aurait plus personne. Il a besoin des êtres humains pour survivre. D'accord? Et d'ailleurs, Donc la on a fait vaccination, disparaître une maladie grâce à ça, si voilà. je me souviens Donc il bien. y a des maladies qui ont disparu. La variole, qui était une maladie épouvantable, qui a fait des ravages jusqu'au 19e siècle, et qui était une maladie absolument épouvantable, la variole a disparu. La poliomyélite, moi je me souviens quand j'étais petite, donc dans les années 70, j'avais encore des copains à l'école hein, qui avaient eu la polio et qui donc étaient paralysés. Et actuellement, Alors, il y a quasiment plus de polio. Mais attention, il faut pas lâcher la pression sur la vaccination. Parce que si on prend par exemple l'exemple de la polio, c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Et si on relâchait la pression sur la vaccination, ben, ça pourrait redémarrer très très rapidement. je sais plus si c'est la polio ou si c'est une autre maladie, mais avec le regain des antivax ces dernières années en France, puisqu'on est le pays le plus antivax au monde avec les États-Unis,
Il y a eu de nouveaux cas, on était je crois à peut-être 10 cas dans le monde ou 15 cas dans le monde. Je dis ces chiffres de mémoire, il faudrait les vérifier, hein. Mais quelques dizaines de cas dans le monde par an et là depuis ces dernières années avec les antivax, on est remonté à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers et pour Mmh. la première fois, il y a eu des morts, je crois l'an dernier de maladies dont on n'avait pas eu un mort depuis, des années, donc c'est assez terrible. Voilà, donc il y a un peu la polio et puis surtout il y a des épidémies de rougeole qui sont absolument, C'était la rougeole. dramatiques. Voilà, ouais, ouais. C'est la Il y a rougeole, des voilà. épidémies de rougeole qui sont absolument dramatiques parce que, la vaccination contre la rougeole, a baissé, de manière, drastique, hein, pour toutes ces mauvaises, raisons, que l'on entend ici et là. Et du coup, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On en a beaucoup parlé avec le Covid de cette notion d'immunité collective. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un pourcentage suffisant de la population qui est protégée, le virus, puisqu'il s'agit de virus en l'occurrence, peut se transmettre en fait. Mais si vous dépassez 80-90% de la C'est les chiffres population que j'avais en qui est tête, oui. immunisée, qui est vaccinée, eh bien le virus, il va mourir parce Il que peut bah, plus se il déplacer, a ouais. pas, voilà, il peut plus se déplacer. Il Donc faut pas ça, c'est une notion importante, hein. On ne se vaccine pas seulement pour soi, on se vaccine pour la collectivité. et il faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui peuvent pas être vaccinés, ça peut être des personnes âgées, ça peut Tout être à des gens fait, qui sont immunodéprimés et donc si, tout le monde est vacciné, ben, ces personnes-là ont beaucoup moins de risques d'attraper le virus. J'avais vu comme exactement. ça une métaphore que je trouvais assez jolie, qui comparait finalement le vaccin à un parapluie Mmh. et si finalement tout le monde a un parapluie, ben, il y a les gens qui peuvent pas avoir de parapluie arrivent à passer entre les gouttes et Voilà, se il se font mouille pas, pas. et se mouillent pas, mais ça veut pas dire qu'il peut plus. Ça veut pas dire que Exactement, c'est c'est une très belle virus, métaphore. si les gens si, il y a de moins en moins de parapluies, ben, les gens vont être mouillés et ça va repartir. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, ouais. Ouais. Voilà, donc voilà pour, les anticorps, le système immunitaire. Heu, alors je vais vous faire une petite confidence. Pendant mes études de biologie médicale, donc j'ai, étudié, pratiquement toutes les disciplines de la biologie et celle avec laquelle j'ai eu le plus de mal, c'était quand même l'immunologie parce que c'est très, très, très compliqué. J'en ai quelques souvenirs assez sympas. Alors moi, j'avais trouvé ça aussi super intéressant, mais c'était compliqué. Ça et l'embryologie, c'était très, très intéressant, mais Mmh. c'était très, très compliqué, mais passionnant. Voilà. Alors on parlait d'embryologie, de création d'êtres vivants. On va passer à la question suivante, puisque c'est sur un organe un petit peu méconnu dont tu voulais parler. C'était la question numéro 7 sur le foie. Alors je rappelle la question. Le sucre nous est en partie amené par notre alimentation, mais un organe est capable d'en fabriquer de très grandes quantités lorsque notre corps en manque. Lequel? Vous avez donné la réponse, du coup c'était le foie, Voilà, donc la réponse était le foie. qui est un petit peu un organe mal aimé, comme tu disais. Voilà, alors mal aimé, je sais pas, mais en tout cas, il est mal connu, il est mal jugé. Alors d'abord, je vous le présente, hein, je vous montre où il est. Voilà. Donc le foie, il est situé sous nos côtes. Voilà, il est situé sous nos côtes à droite. Et le foie, bah, en fait, c'est le plus gros organe de l'organisme, hein. Il pèse 1,5 kg sans le sang, donc 2 kilos si tu rajoutes le sang qui est dedans. Donc c'est bien D'accord. plus lourd que notre cerveau. Voilà, c'est un organe qui a une caractéristique assez extraordinaire, c'est que vous pouvez en couper des morceaux et ça repousse. Il n'y en a pas beaucoup non plus comme ça. Et c'est en fait, c'est une usine absolument extraordinaire dans l'organisme. C'est un des plus gros travailleurs. Il fabrique beaucoup de choses, donc il fabrique du glucose, on va y revenir, il fabrique du sucre, il fabrique des graisses, il fabrique la bile qui permet de digérer, mais aussi le foie, il a un rôle très important dans la détoxification. Alors, qu'est-ce que c'est la détoxification? Ben, heu, C'est vrai notre que ça. corps fabrique des choses qui sont dangereuses. Par exemple, de l'ammoniac. L'ammoniac, on en fabrique tout le temps et il suffit d'avoir unifié une fois une bouteille d'ammoniac pour comprendre que c'est pas très, très bon pour l'organisme, Non, voilà. non, on s'en servait comme solvant en chimie. Je déconseille à quiconque d'ouvrir Voilà, ce de genre mettre de du nez, choses. voilà. Ne le faites pas.
donc c'est très toxique pour le cerveau et le foie, toute la journée, il détoxifie, cet ammoniac. Tous les médicaments que l'on prend, la majorité des médicaments que l'on prend vont être détoxifiés par le foie. Bon, tout ça pour vous dire que, il joue un nombre de rôles, incroyable et que c'est un organe qui est mal connu. Alors pour en revenir au fait qu'il fabrique du sucre, heu, c'est très important parce que le sucre, vous savez, le sucre dans le sang, la concentration du sucre dans le sang doit rester très constante, à peu près autour de 1 gramme par litre. Pour que tout fonctionne Voilà, correctement. voilà, hein, il faut vraiment pas que ça bouge beaucoup. Si ça monte, c'est pas bon. Si ça descend, c'est encore moins bon. Parce que vous avez des organes, et en particulier le cerveau, qui ne tirent leur énergie que du glucose. Donc si vous faites ce que l'on appelle une hypoglycémie sévère, au C'est à début vous combien avez à la peu tête près, qui tourne. une Alors, hypoglycémie sévère? Pour une comparer, pour avoir hypoglycémie, un nombre de comparaison. alors, si c'est 1 gramme par litre, la normale, l'hypoglycémie, elle va commencer vers 0,7, 0,8. Elle est D'accord, sévère à 0,5, elle peut être mortelle à 0,2. Voilà, d'accord. donc Ouais, ça donc va ça, il y a quand même de la marge. voilà, mais ça peut voilà, alors c'est rare que ça arrive, chez quelqu'un qui est en bonne santé, mais chez les diabétiques qui s'injectent de l'insuline, par contre, chez eux, ça peut arriver souvent. Donc tout ça pour vous dire que, donc ce taux de sucre, il doit rester, très constant. Dans la journée, on a, nos repas en règle générale, donc qui nous apportent du sucre. Ce sucre, grâce à une hormone qui est synthétisée alors par un autre organe qui est le pancréas, qu'on voit très bien ici. Et c'est ce petit Alors truc jaune, c'est lequel? en forme d'aiguillette de canard là, vous voyez? Voilà, Ouais. donc J'aurais dit voilà un ça Goa'uld, ça parlera peut-être à certains. Mais ouais, aiguillette de voilà, canard pour Toulouse, c'est bien, ouais. et donc le pancréas lui fabrique l'insuline et grâce à l'insuline, donc quand on mange, le glucose, il va rentrer dans les cellules et soit il va être utilisé pour, fabriquer de l'énergie, soit il va être mis en réserve, dans les muscles en particulier pour être utilisé, quand il y en aura besoin, sous forme, une molécule qu'on appelle du glycogène. Donc dans la journée, tout va bien, on mange, voilà. Mais la nuit, on mange pas, en général. Voilà. En général, on fait souvent une longue période de jeûne, et Ouais. pendant cette longue période de jeûne, eh bien, heureusement qu'on a le foie pour nous fabriquer du sucre. Parce que autrement, eh bien, on serait en hypoglycémie. Et donc, c'est le seul organe qui est capable de fabriquer du sucre et qui nous maintient en vie C'est ça, c'est lui qui pendant me nourrit, en fait, dans toutes ces périodes, voilà, nous nourrit pendant ces périodes où on ne s'alimente pas. et justement, ça me le mécanisme que tu donnes là, me fait me poser une question. À partir du moment où on a mangé, finalement, l'absorption du sucre issu de la digestion se fait au bout de combien de temps? Enfin, jusqu'à combien de temps et à partir de quel moment le foie va faire justement va fabriquer le sucre quand il n'a plus assez? Est-ce qu'il y a c'est variable suivant les gens? Ou est-ce qu'il y a à peu près une, Ce qui va donner le signal, c'est la valeur, ce qu'on appelle de la glycémie, c'est-à-dire la ouais, concentration de sucre dans le sang. C'est ça qui va donner le signal. Voilà. d'accord. C'est ce qui va donner le signal, au foie, de démarrer ou pas. Après ce signal, il passe par des tas d'hormones, c'est très compliqué, mais le signal de départ, c'est la concentration du sucre dans le sang. D'accord. Qui, comme je te le disais, doit vraiment rester dans des fourchettes une fourchette très étroite et donc dès qu'elle s'assort de cette fourchette, il y a des tas de systèmes compensatoires qui se Et mettent tu en parlais place. de valeurs, où il y a trop de sucre, l'hyperglycémie. Là, ça se joue Oui, à combien au pifomètre à peu près? À vue de alors nez? là, je peux te dire, je peux tout te dire. Moi j'ai tout vu, tout dépend, bon, en règle générale, bon, vous savez que quand on a de manière chronique trop de sucre dans le sang, ça s'appelle le diabète. Donc quand on a du diabète, si c'est un diabète qui est pas trop grave, qu'on continue quand même à avoir un peu d'insuline, on va avoir,
2 grammes, 3 grammes, 4 grammes. Ah oui, là, Puis c'est après, il y qu'on a des double, triple diabètes la valeur. beaucoup, voilà, beaucoup plus graves. Moi, j'ai vu des patients à 20 grammes ou à 25 grammes. Voilà, c'est presque du sirop de Oui, pour faire là, les on est, cocktails, là. là, on est sur des valeurs qui sont quasiment mortelles. Si on n'injecte pas de l'insuline immédiatement pour faire diminuer cette concentration. Voilà. Et ça, c'est. Mais là, on est vraiment. Là, on sort complètement de la physiologie. Là, on est vraiment Oui, dans. là, c'est carrément de la maladie, de la pathologie. Voilà, Et tout à tu disais que le sucre va être stocké au niveau des muscles, pas sous forme de glycogène. fait. Mhm. Et une fois qu'on a absorbé tout ce glycogène, est-ce qu'il peut trouver d'autres sources pour récupérer du sucre ou pas du tout? Alors, du glycogène, donc il y en a dans les muscles. Donc, quand Ouais, tu fais un effort, tu vas faire ton footing. La première chose, donc tes muscles ils vont utiliser le glycogène qui est dans tes muscles. Ça va pas durer longtemps, hein, ça ouais. va durer moins d'une heure. Voilà, si tu D'accord. cours. Euh, Ensuite, du glycogène, il y en a aussi beaucoup dans le foie. Donc les muscles peuvent Le absorber ce foie, glycogène directement. Il n'y a pas besoin de passer par le foie. non, voilà. D'accord, ok. Si tu veux, c'est la réserve locale. Hein, le muscle, il se fait sa petite réserve locale de sucre qu'il utilise D'accord. voilà, quand tu vas faire ton petit footing. Voilà. Si l'effort se prolonge, eh bien, c'est le glycogène du foie Ok. qui va être utilisé. Ça peut te permettre de maintenir un jeûne pendant quelques heures. Et lorsque tu as épuisé ta réserve de glycogène, eh bien, c'est là que le foie va vraiment fabriquer du sucre avec des éléments qui sont autres, avec des protéines, avec des graisses, avec des choses. Il va vraiment fabriquer du sucre. D'accord. Voilà. Au bout, au bout de quelques heures à peu près. Au bout de quelques heures, on est arrivé au bout de nos réserves. Ah oui, Voilà. si peu. Ah oui, oui, c'est pour ça que quand je te dis que le rôle du foie pendant la nuit est fondamental. Et Donc il ça, faut pas faire tu trop de vois, ça grasse fait mat. partie des petites choses, de choses qu'on ne se doute pas, quoi. Voilà. Que c'est vraiment un organe. Alors, tous les organes sont importants, mais celui-là, c'est un sacré bosseur. Oui, c'est vrai que c'est pas le plus mis en lumière en général. Ouais, voilà, On a un atelier sur le cerveau, exactement. mais on n'a pas un atelier sur le foie. Voilà, par rapport au cerveau, par rapport au cœur, c'est moins. Voilà. Il est moins glamour, on va dire. Il est moins glamour, voilà, C'est exactement. ça. Tout à fait. Ah, il y avait une question sur le chat. C'était est-ce que tu as un avis sur les statines et le cholestérol qui seraient aussi les carburants du cerveau? Alors, il y a, il y a, il y a deux questions très différentes. Alors, est-ce que j'ai un avis sur les statines? Alors, est-ce que la question veut dire, est-ce que j'ai un avis sur l'efficacité des statines, je suppose? Alors, déjà, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que les statines? Les statines, ce sont des médicaments, sont les médicaments qui sont le plus largement utilisés actuellement pour faire diminuer le taux de cholestérol quand il est trop haut. Quand il y a trop de cholestérol dans le sang, c'est pas bon parce que ça fait des dépôts de gras dans les artères et c'est pas bon du tout parce que il y a des petits bouts de gras qui peuvent se détacher et qui peuvent aller boucher une artère du cerveau ou boucher une artère du cœur ou voilà. Donc les statines sont les médicaments qu'on utilise le plus largement pour faire redescendre la concentration de cholestérol à quelque chose de normal. Ces statines sont des médicaments qu'on utilise depuis de très très nombreuses années, qui ont largement fait la preuve de leur efficacité, qui sont relativement très très bien tolérées et qui ont l'avantage actuellement, comme on le connaît depuis très longtemps, elles sont dans le domaine public et donc elles coûtent 3 francs 6 sous en fait. Ça ne coûte plus rien. Voilà. Alors actuellement, il y a une grande polémique autour des statines. Il y a des gens qui développent des médicaments qui permettent de faire descendre le cholestérol encore plus bas, Oui. alors qu'on n'est pas vraiment sûr que ce soit tout à fait nécessaire. Mais du coup, bizarrement, ces médicaments sont des médicaments très chers. Et donc, il y a toute une polémique actuellement. Il y a des gens qui essayent de détrôner les Remplacer statines les hein, pour les statines par. remplacer par des médicaments qui, soi-disant, seraient plus efficaces. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'ils sont beaucoup plus chers, par contre.
Et donc là, on va dire qu'il y a des petites querelles de spécialistes, pour le dire de manière Oui, ça reste de la querelle économico-médico, d'accord. médico-économique, voilà, tout à fait. Personnellement, je suis tout à fait attachée aux statines parce que, encore une fois, ce sont des médicaments qui ont fait leurs preuves depuis très très longtemps et voilà, et qui coûtent vraiment pas très cher et qui sont pas dangereuses quand on les utilise bien. D'accord. Alors, il y avait une autre question pour terminer sur le foie. C'était, le foie n'est-il pas considéré comme une glande? J'avoue Ah, que je me souviens plus de la définition exacte de glande. Je me souviens endocrine et cetera, ça je sais. Mais la définition de glande, je m'en souviens plus moi. alors, euh, une glande, c'est un organe qui fabrique des produits, des protéines souvent, mais pas toujours, qui sont solubles dans le sang et qui vont envoyer un message à distance. On parlait tout à l'heure de l'insuline. C'est la définition L'insuline, des hormones, si je typiquement, me souviens bien. voilà, est une hormone qui est synthétisée par une glande qui est le pancréas. Voilà. Donc, une glande, c'est encore une fois, donc c'est un organe qui va sécréter quelque chose qui va agir à distance. Alors, il y a les glandes endocrines, donc c'est celles qui sécrètent ces fameuses hormones, et il y a les glandes exocrines qui vont sécréter des choses qui ne vont pas aller dans le sang. Je vais reprendre l'exemple du pancréas, c'est vraiment l'exemple type. Dans le pancréas, il a deux types de sécrétion. Il a une sécrétion endocrine, il sécrète de l'insuline, mais aussi d'autres hormones. Donc il les sécrète dans le sang, et donc elles vont aller agir à distance dans tout l'organisme. Ce que tu disais, ce qui Mais permet il a aussi l'absorption une du sucre par les sécrétion cellules. exocrine, parce qu'en fait, il fabrique des sucs digestifs qui va directement, si on reprend un petit peu ce schéma, hein, le pancréas, il est directement relié à notre intestin, et donc en fait, il sécrète des hormones digestives directement dans l'intestin. Ça passe pas par le sang. D'accord, donc Voilà. c'est la Donc différence, oui. une glande, c'est un organe qui sécrète un messager. Lorsque ce messager passe par le sang, on parle d'endocrine. Lorsqu'il passe pas par le sang, on parle de exocrine. Et Le du coup, sein, pour par le exemple, qui fabrique le lait, est une glande exocrine. Parce que du le coup, lait, pour il le va foie, directement du sein au bébé. Il ne passe pas par le sang. donc pour le foie, on peut le considérer comme une glande, finalement. Alors non, parce que le foie ne synthétise Oui, c'est pas une ni hormone. l'un ni l'autre, en fait. Voilà, la seule chose qui le synthétise, ce sont les éléments de la bile. Ici, sur le petit schéma, vous voyez le petit machin bleu, là, sous le foie, c'est la Alors, il vésicule y a biliaire. le bleu ciel qui est à Le gauche de l'image. bleu en forme de... Ouais, moi, si je te montre avec le doigt, ça te dit rien, bien sûr. Euh, ouais, le Il y en a petit machin il y en a bleu, quoi, bleu il y en ciel, a il y voilà. en a un bleu entre le pancréas et le foie et un bleu ciel, tout à gauche, près des côtes. Voilà, c'est le bleu ciel, voilà, ça c'est la vésicule biliaire. Espèce de haricot, tu sais, avec ses Voilà, aiguillettes. voilà, exactement, voilà. Donc le foie, il fabrique la bile, mais c'est une Mais c'est sécrétion pas un exocrine. messager. Ouais, Et voilà, on ne considère pas le foie comme une glande. d'accord. C'est bien, on voit qu'il y a des choses très, très diverses, finalement et ça m'amène à la question suivante, qui était la question 3. Hem, Combien de cellules contient un corps humain? Alors moi, Ah, celle-là, je me je suis sais pas trompé s'il y a dessus. beaucoup de gens qui ont trouvé, Celle-là, je me hein, suis parce que trompé dessus, moi. ah oui, donc ça c'est vraiment, voilà, hein, parce que c'est, absolument, on est presque, alors je sais pas exactement, mais je sais pas quelles étaient les propositions, Alors, je te les redonne tout de suite. mais ça se compte en millions de milliards ou, c'était le chiffre le plus Alors élevé en nous, tout cas. on avait 40 000, 40 millions, 40 milliards, 40 000 milliards. Voilà, c'est ça, hein. 40 On est alors, 40 000 milliards sur un adulte à peu près, on est sur des milliers de milliards, voilà, on a hein. cherché dans Et plusieurs sources et c'était la moyenne voilà, de on ce qu'on est trouvait, sur du 10 puissance 14 à peu près, pour parler en donc 1 puissance avec de 10. 14 zéros derrière, Voilà, ça ça commence à commence faire à être beaucoup. sympa. Et alors bon ça, OK, on a beaucoup de cellules, mais il y a quelque chose que je voudrais faire remarquer, c'est que
vous comprenez bien que toutes ces cellules dont on est composé, elles sont toutes très différentes. Si vous prenez un globule rouge, un neurone, une cellule de foie, un globule blanc, un lymphocyte, quand on en a parlé tout à l'heure, un spermatozoïde, enfin tout ce que vous voulez, d'accord? Il n'y en a aucune qui ressemble à une autre. Et pourtant, Pourtant, toutes nos cellules sont issues d'une seule cellule, de l'œuf, d'accord, que notre papa et notre maman ont fabriqué le jour de la fécondation. Donc il y avait une cellule, et à partir de cette cellule, on a fabriqué ces millions de milliards de cellules très différentes. Or, la cellule de départ, elle a un patrimoine génétique. Et toutes les millions de milliards de cellules qui descendent de cette cellule ancestrale, elles ont le même patrimoine génétique. toutes nos Et cellules pourtant, contiennent elles un sont patrimoine à eux. très différentes. Et donc là où je veux en venir, c'est il faut comprendre que l'ADN, le patrimoine génétique, c'est quelque chose. Un individu, dans toutes ses cellules, il a le même. Mais la manière dont il est exprimé, c'est ça qui fait toute la différence. Et une cellule de foie et un spermatozoïde ont le même ADN, mais ils l'expriment de manière évidemment Ça va pas extrêmement être différente. lu et utilisé de la même façon, en fait. Voilà, C'est le même c'est livre pour tout le monde, mais chaque organe va lire des passages différents. voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et il y a des, C'est ça. il y a des, il y a certains organes qui vont passer des chapitres entiers en fait parce que ça les intéresse pas. Et est-ce qu'on a réussi à savoir, comment une cellule de foie savait qu'elle devait lire le chapitre sur le foie, et pas celui sur, je sais pas moi, le globule rouge? Est-ce qu'on le sait ça ou pas du tout? Ah, ça c'est au début, tout se passe au niveau de tu parlais d'embryologie tout à l'heure. Au début, si tu veux, les cellules, quand l'embryon va se former, elles vont migrer, donc déjà, elles vont se mettre à certains endroits. Donc déjà, ça va commencer à un petit peu les... euh, Oui, ça, c'est dès les premiers stades, en fait. dire, Ça, c'est voilà, il y en a certaines, elles vont aller plutôt, elles vont devenir plutôt des cellules de la peau ou du système nerveux. D'autres, elles vont devenir plutôt des cellules, des vaisseaux, etc. Et ensuite, le pourquoi du comment, honnêtement, on ne sait pas tout, on ne sait pas comment sont régulés les gènes. On connaît, il y a certains signaux, on connaît des facteurs de croissance. Hein. Tu sais, on sait très bien que si tu prends une cellule, ce qu'on appelle une cellule souche, si tu qui a lui mets encore la certains facteurs de possibilité, croissance en culture, de devenir ce qu'elle tu veut. peux la transformer en cellule de foie ou en cellule de muscle. Donc il y a des choses qu'on sait. On sait qu'il y a des messagers, mais on est loin de tout connaître. Et surtout, on est très très loin de connaître la mécanique intime qui régule l'expression de nos gènes. Et Oui, c'est intéressant tout enfin, ça. le grand défi du 21e siècle, le grand défi du 20e siècle en génétique, ça a été d'abord de découvrir l'ADN C'est vrai, dans les au années milieu du 50, 20e quand siècle, même. déjà, voilà. Ensuite, de séquencer les génomes, en particulier le génome humain. Au XXIe siècle, le grand défi, ça va être de comprendre comment le génome humain est exprimé. Voilà, c'est là que là s'ouvre une voie immense. Ça, oui, moi, je me souviens, on avait fait un petit peu, on avait parlé de ça il y a 10 ans, pendant les licences, et déjà c'était compliqué. Alors, avec maintenant, j'imagine qu'il y a eu pas mal de nouvelles découvertes, et ça doit être assez, Oui, assez puis on a compliqué. découvert C'est passionnant. l'épigénétique, on a découvert des tonnes de C'était choses. juste le début de l'épidégénétique. On vous en avait parlé un petit peu. C'était peut-être Voilà. juste la définition pour tout le monde de ce que c'est que l'épigénétique. Alors en fait, l'épigénétique. Alors d'abord, revenons sur qu'est-ce que c'est que la génétique. Donc le code génétique, en gros, dans un être humain, il a à peu près 22 000 gènes. Qu'est-ce que c'est qu'un gène? C'est une suite de lettres, hein, pour faire simple, d'accord? Donc il y a 4 lettres, je pense que tout le monde plus ou moins le sait, A, T, G, C, et donc qui vont se suivre dans un certain sens, et dans un certain ordre, et l'ordre de ces lettres, donc c'est ce qu'on appelle notre patrimoine génétique, ça c'est la génétique. Et ça, globalement, tous les êtres humains, on a plus ou moins tous le même, à quelques variantes près, et toutes nos cellules de l'organisme ont le même. Par contre, ce qui est l'épigénétique, donc épi en grec, ça veut dire à côté. Donc c'est à côté de la génétique, eh bien il y a tout un système
qui régule la manière dont l'ADN va être utilisé, mais qui ne dépend pas de l'ordre des lettres. C'est ça en fait. La génétique, c'est l'ordre des lettres. Si tu modifies l'ordre des lettres, tu fais une mutation, tu modifies la génétique. L'épigénétique, et ça, l'épigénétique, elle peut changer au cours de la vie d'un être humain, et surtout, on sait maintenant qu'elle est transmissible. Il y a des choses qui ne sont pas génétiques Fascinant et ça. qui peuvent être transmises, et ça a été une vraie révolution de découvrir ça. Par exemple, un des premiers exemples qui a été connu, c'était que des femmes qui avaient été des femmes en fait qui avaient été affamées pendant le blocus d'Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ces femmes-là, elles ont donné naissance à des enfants diabétiques, beaucoup plus que les femmes normales entre guillemets, en tout cas qui avaient pas subi ce traumatisme. Et on s'est demandé pourquoi. On s'est dit, est-ce que c'est génétique? En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas génétique. Mais on s'est rendu compte que le fait d'avoir subi cette famine, ça avait modifié l'expression des gènes et que ça s'était transmis à la descendance. Et ça, Et c'est ça a été il y a pas très vraiment longtemps, on ne savait hallucinant. pas trop. Ouais, ouais, ouais. On en a des choses à apprendre de ce côté-là. Et Voilà. puis moi, c'est ce que j'avais adoré, c'est que c'est encore assez peu défriché, en fait, d'une certaine façon. Quelque Autant part, oui. il y a d'autres sciences qui sont là depuis très longtemps. Je pense à l'astronomie et la physique. Ça fait 2000 ans que tout le monde en fait, 2500 même, de Mm. façon moins basique, hein. Mais on sait plein de choses, alors que la biologie, finalement, la biologie moderne telle qu'on l'a fait aujourd'hui, ça fait même pas un siècle qu'on le fait, donc c'est encore en Mm. fric. C'est Ouais, passionnant. non, Tout ça, toujours fascinant. c'est fou, quoi. Je veux dire, la découverte de l'ADN, c'était les années 60, quoi. Ouais. C'est quand même pas les dinosaures, quoi. Enfin, bon, voilà. Non. Alors, je vois qu'il nous reste un tout petit peu de temps, parce qu'on avait commencé en retard. On va faire une dernière question, puisque c'était une dont tu voulais parler, toujours pour réhabiliter des organes un peu moins stars que le Ouais. cerveau et le cœur. C'était la question numéro 4 qui était sur les reins. Ah oui, oui, oui. Nos reins ont pour rôle de filtrer notre sang pour se débarrasser des déchets. Mais combien de sang filtrent les deux reins? Alors moi, je me suis fait piéger aussi sur celle-là. C'est la deuxième sur laquelle je me suis fait piéger. C'était 120 litres, ce qui est quand même énorme. Surtout si on pense qu'on a que, je crois, 6 litres de sang en moyenne Après, ouais, par être ouais, ouais. humain, à peu près, pour un adulte normal. 120 litres. Donc c'est énorme, hein, ces deux petits organes là, donc tu peux les montrer peut-être. Voilà, donc vous voyez en gros comment c'est fait, hein. Donc les deux reins avec les deux petits tuyaux qui sortent des reins et qui donc s'appellent les uretères, qui vont dans la vessie. L'urine est collectée dans la vessie et donc elle est émise à l'extérieur via l'urètre. Et donc le rein il filtre. Filtrer, qu'est-ce que ça veut dire? Un filtre, tout le monde voit, on a tous joué dans un bac à sable, d'accord? Donc le filtre, ça retient ce qui est gros et ça laisse passer ce qui est petit. Donc le rein, il va filtrer le sang, tout ce qui est gros, les cellules du sang par exemple, les globules rouges, les globules blancs, tout ça, ça ne va pas passer. Et puis les toutes petites choses, elles vont passer. Alors l'eau va passer, Ouais. le sel va passer, le sucre va passer, etc., etc. Et donc, au total, tu as 120 litres de liquide qui est filtré tous les jours, qui passe dans le terrain. Or, je pense qu'aucun d'entre nous ici n'a jamais observé qu'il urinait 120 litres par jour. J'ai bu beaucoup de thé des fois, mais quand même. Voilà. Donc on filtre 120 litres et on urine, allez, à la louche, 1,5 litre par jour. Qu'est-ce qui se passe? Si tu peux passer l'autre dessin, s'il te plaît, Nicolas. Voilà, donc, alors vous avez, ce que vous avez là, ça s'appelle un néphron. Le néphron, c'est en fait c'est l'unité fonctionnelle du rein. Donc dans un rein, on a des millions et des millions de néphrons, et dans chaque néphron, il se passe la même chose. Vous avez la partie orange, c'est là que le sang arrive et c'est là qu'il est filtré, ça s'appelle le glomérule. Donc là est filtré, et donc dans la partie orange, si vous prenez tous les néphrons des deux reins, eh bien, toutes ces parties oranges vont filtrer 120 litres par jour. Et ensuite, dans tout le tube, là, vous voyez, qui est tout emberlificoté là, vert, bien, tout au long de ce tube, qui s'appelle donc le néphron, eh bien, le rein
va réabsorber des choses, en particulier, il va réabsorber beaucoup d'eau, puisqu'encore une fois, à la sortie, je vous ai dit, on urine à peu près 1,5 litre par jour. Donc, il va réabsorber beaucoup d'eau, mais il va réabsorber aussi le sucre, il va réabsorber certaines quantités de sel. Il va choisir, au contraire, d'éliminer des déchets, parce que ça, c'est très important. Le rein, il élimine des déchets. Et donc, le rein, là aussi, deux petits organes dont on n'entend pas souvent parler, mais qui, en fait, font un boulot absolument phénoménal. Et c'est grâce à eux que la composition interne de notre corps reste stable. Parce que, voilà, si la composition de notre corps changeait tout le temps, ben on ne pourrait pas survivre, en fait. Oui, ce Et que tu ce disais seront pour ces la deux glycémie, petits que ce organes soit qui font ce stable. boulot-là. Tu disais pour la Pardon? glycémie que ce soit stable, mais c'est vrai pour Voilà, mais tout est vraiment stable. n'importe quelle constante de notre corps, il faut que Toute tout reste à peu près constance stable. de notre corps, si vous, tout doit, vraiment le corps humain a horreur des changements brutaux, quoi. On appelle ce terme, on utilise un terme en médecine qui est le terme homéostasie. Homéo, ça vient du grec, hein, donc et stasie, c'est rester, et homéo, le même. Donc homéostasie, rester le même. Et c'est vraiment, voilà, donc le foie, les reins participent les poumons participent à l'homéostasie de notre corps. Voilà. Je voulais dire sur le rein, voilà encore des organes qu'on connaît mal et là, on en parle quand ils commencent à devenir malades, c'est un peu dommage. Ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est que, je sais plus où j'avais lu que le rein avait quand même une capacité de résistance assez impressionnante et que si on commençait à avoir mal, c'est que vraiment on l'avait maltraité et c'est pas un organe qui Voilà, lâche facilement, quoi. voilà. Alors c'est un organe qui fait jamais mal, mais par contre, c'est un organe qui, une fois les reins, une fois qu'on a atteint un certain degré, comment dirais-je, s'ils ont été trop abîmés, on ne revient pas en arrière, quoi, à part d'être greffé. C'est Voilà. pas un Donc peu il faut faire attention. Et le plus grand ennemi du rein, c'est l'hypertension artérielle. Et c'est pour ça que l'hypertension artérielle est sans doute la pathologie qui est la plus traitée dans le monde, parce que c'est l'ennemi juré des reins. Voilà. et justement, qu'est-ce que l'hypertension, par quel mécanisme l'hypertension, détruit oui, endommage les reins? Si c'est simple, en une Je vais essayer phrase. de faire simple. Tu vois la petite pelote là, dans le machin orange, Ouais, tu vois? Dans le les artères. glomérule, tu as une petite pelote. C'est une Ouais, petite pelote, en fait, ce sont des vaisseaux sanguins. D'accord. Si la pression artérielle est trop forte, la pression dans la pelote, elle est trop forte. Et donc, ça va appuyer, c'est un peu mécanique hein, comme explication, mais ça va appuyer très fort sur cette partie orange du rein et ça va l'abîmer. Ça va l'abîmer et donc le filtre va s'abîmer. Voilà. Tu vois, c'est vraiment, c'est presque de la plomberie. Hein. C'est vraiment, si la pression est trop forte à l'intérieur de cette partie orange là qu'on voit le glomérule, eh bien, si tu veux, ça va appuyer sur le filtre et ça va finir par l'abîmer. Pour faire simple. donc si on peut plus filtrer, on va pas tenir Bah, longtemps. voilà. Là, par contre, là, je pense que tout le monde a compris que si le sang n'est plus filtré, eh bien, c'est très grave. Voilà. Mais comme tu disais, le rein a beaucoup de résistance parce qu'en en fait, on commence à se rendre compte que les reins sont malades lorsque la moitié des néphrons sont détruits. Ah oui! Ouais, donc c'est vraiment costaud comme, Donc c'est quand même très, très, très costaud. Et je connais même une dame qui m'est très chère, qui a 88 ans, qui n'a qu'un rein parce qu'elle a perdu l'autre un jour en faisant une chute au ski. Et elle avait déjà 75 ans hein, quand elle a perdu son rein au ski. Et elle vit très bien avec son rein tout seul. Voilà, mais voilà, pour vous dire que c'est du costaud, même un rein tout seul chez une vieille dame, il fait encore le job. surcapacité d'usage finalement. Voilà. Bon, on va finir sur cette note. Donc déjà merci beaucoup Sophie Écoutez, d'être avec grand venue nous plaisir. parler de physiologie.
Pour la semaine prochaine, comme je vous le disais en tout début, on va parler des avions, on va parler un petit peu de l'aviation. Donc préparez vos équations évidemment, on va faire beaucoup de choses sur la mécanique de l'air, avec beaucoup de maths, hein. Ceux qui me connaissent un peu savent à quel point, j'adore les maths. Le quiz sortira demain. Vous l'avez vu, cette semaine, nous n'avions pas de vidéo tuto, puisque comme je le disais au début, normalement les médiations, reprennent. Ça n'a pas été le cas cette semaine, mais on avait déjà, prévu, de ne pas faire de vidéo tuto, c'est ce qui nous prend le plus de temps. Ça sera pareil pour la semaine prochaine on va avoir d'autres médiations, numériques à faire, à préparer. Mais on se retrouvera donc pour le quiz demain et pour la conférence, jeudi, toujours à la même heure, sur, la même adresse, ici. Tout le monde te remercie, Sophie, dans le chat. Eh ben, Et ben, écoutez, moi, je suis encore une fois, très heureuse d'avoir été là. Voilà, je vous félicite pour cette démarche, c'est, vraiment, tout à fait, non seulement pédagogique, mais en plus, ludique et voilà. En gros, bah, c'est ça la médiation. exactement. Eh ben, je Voilà, dis je vous au souhaite revoir à une tout bonne le monde soirée. et puis, ben, à la semaine prochaine À la semaine prochaine avec les avions alors. avec les avions. Au revoir.